Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Alors, le gouvernement demandera au futur Parlement de voter la prolongation de l'état d'urgence. Imaginons que vous soyez élu aux législatives. Est-ce que vous voteriez la prolongation de l'état d'urgence? Ça pose un vrai problème. Ça fait maintenant plus d'un an et demi qu'on est en état d'urgence permanent. C'est un cadre juridique qui peut être efficace. Encore faut-il avoir une volonté politique et prendre les décisions qui sont nécessaires de très grande fermeté pour combattre l'islamisme radical. Et c'est précisément ce qui n'est pas fait aujourd'hui par le gouvernement. Donc on utilise l'état d'urgence comme si c'était une solution miracle. Ça n'en est évidemment pas une. Ce qu'il faut, c'est fermer les mosquées radicales, expulser D'accord. les Juste djihadistes ma question étrangers. était hyper simple. Est-ce que vous voteriez la prolongation de l'état d'urgence? Oui, Voilà. si le gouvernement est en mesure de fournir un certain nombre d'éléments tangibles qui prouvent que ce sera efficace et que ce sera utile. Il y a certains éléments qui ont été donnés par le gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme, notamment est-ce que l'idée d'une coordination sous autorité du président de la République pour lutter contre Daesh vous semble être une bonne idée? Le président de la République appelle ça une task force avec un seul objectif, la lutte contre le terrorisme. Oui, mais je crois que c'est surtout un gadget. On rajoute des couches dans le millefeuille, on crée des structures supplémentaires. Est-ce que ce sera plus efficace? Si c'est une structure de coordination, peut-être, mais on n'a aucune garantie là-dessus. Encore une fois, il faut d'abord une volonté politique. C'est ce que n'a pas... Il n'y a pas de volonté politique de lutter contre le terrorisme? Non seulement je crois qu'il n'y en a pas chez Emmanuel Macron, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'islamisme radical étaient les grands absents de sa campagne présidentielle, mais il n'y en a pas d'une manière générale de la part du pouvoir auquel il a participé au cours des 5 dernières années. Finalement, les grandes mesures qui sont nécessaires pour protéger les Français, en amont, la maîtrise des flux migratoires et en aval, la lutte contre l'islamisme radical, il n'y a aucune mesure concrète, réelle qui sont prises. C'est intéressant parce que vous parlez de maîtrise des flux migratoires. Dans le cas précisément de Manchester, ce sont des Anglais, ils sont nés en Grande-Bretagne, ce n'est pas une question de frontières. Non, en l'occurrence, celui qui a commis le kamikaze, il vient de Libye, il est passé par les filières classiques. Il est né à Manchester. Oui, il est passé quand même par les filières classiques de l'immigration clandestine, en l'occurrence, puisqu'il s'est fait passer pour un réfugié en 2011 pour venir en Grande-Bretagne. Donc on voit qu'on a exactement le même scénario qu'on avait eu avec les attentats du Bataclan, avec des terroristes qui étaient passés dans les flux d'immigration clandestine par les îles grecques, en l'occurrence. Donc évidemment qu'il y a un lien. Évidemment qu'il y a un lien entre cette immigration massive, totalement anarchique, totalement incontrôlée, que nous subissons. On nous dit qu'ils fuient la guerre. C'est parfois le cas, mais souvent ils viennent pour des raisons économiques. Et parmi eux, eh bien, il y en a qui sont des combattants du djihad. Un mot sur ce qu'on appelle désormais l'affaire Ferrand. Richard Ferrand est épinglé pour avoir loué son entreprise locale, un appartement à sa femme, alors qu'il était patron des mutuelles de Bretagne. On apprend aussi qu'il a embauché son fils. Le parquet national financier se dit pas compétent en l'état pour traiter ce dossier-là. Est-ce que cette décision vous surprend, celle du parquet national financier? C'est une décision qui est d'autant plus étonnante qu'on a vu le parquet national financier beaucoup plus prompt à réagir, à se saisir d'autres dossiers il y a quelques semaines seulement, qui étaient assez analogues, il faut bien le dire. Richard Ferrand, qui était très arrogant pendant toute la campagne présidentielle, qui donnait des leçons à tort et à travers, ce nouveau pouvoir qui veut moraliser la vie politique, ça rappelle un peu la République irréprochable de François Hollande. Il y a 5 ans, on a vu comment ça s'est terminé entre l'affaire Cahuzac, l'affaire Thévenoud, un certain nombre d'affaires qui ont caractérisé ce pouvoir socialiste. Je crois que ces gens-là donnent des leçons, mais sont loin d'être irréprochables. Un mot sur les législatives. C'est important pour vous la parité? Oui, vous savez que notre mouvement est le plus proche de la parité. 49% de voilà, femmes. Mais il y a un exactement. petit problème. Selon une enquête menée par nos confrères de France Info, elles sont 62%, les femmes, là où Marine Le Pen a fait ses plus mauvais scores. Donc les femmes, au Front National, on les envoie dans les circonscriptions ingagnables. Non, pas du tout. Ça correspond souvent à une implantation locale d'un certain nombre de nos élus qui sont candidats anciennes, d'abord. Qui sont des hommes, donc. Et ensuite, ce qu'on peut considérer comme les circonscriptions gagnables, ce ne sont pas forcément les mêmes critères que ceux de cette enquête, parce qu'en l'occurrence, il peut y avoir des situations assez favorables où on peut emporter une circonscription, même quand on est à un niveau électoral un peu moindre, parce que ça dépend de la configuration, du duel face à la droite ou face à la gauche. Ce serait pas mieux d'assumer de dire qu'au fond, il n'y a pas suffisamment de femmes au Front National en position d'emporter ces législatives. Mais c'est le contraire. C'est nous qui respectons le mieux la parité, puisque nous n'aurons d'ailleurs à subir aucune pénalité financière, contrairement à la plupart des autres partis politiques. Donc je crois que c'est un très mauvais procès qu'on nous fait. Mais vous les mettez dans des circonscriptions qui sont difficiles à emporter. On fera les comptes peut-être après, vous voilà, reviendrez. mais pour beaucoup, elles sont aussi dans des circonscriptions gagnables. Alors cette année, sur 20 élus FN à Strasbourg, 9 sont candidats aux législatives dont vous êtes. Vous avez renoncé à vous battre
Alors, à Strasbourg, là où, au fond, vous avez toujours mené vos combats contre l'Europe? Non, pas du tout, c'est une répartition des rôles. Et quand, si un certain nombre d'entre nous siègent demain à l'Assemblée nationale, ils sont remplacés par les suivants de liste pour continuer le combat à Strasbourg. Je crois qu'il faut à la fois, bien sûr, mener le combat au Parlement européen pour construire une Europe différente. C'est ce que nous faisons depuis 3 ans et c'est ce que nous continuerons à faire ou que d'autres continueront à faire pour les 2 années à venir de la mandature. Et puis, il faut aussi mener le combat à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire constituer une véritable opposition. Beaucoup de Français, je crois, peut-être même une majorité de Français, n'ont pas envie de donner un chèque en blanc à Emmanuel Macron. Or, aujourd'hui, entre ceux qui sont ses soutiens officiels et ceux qui sont ses soutiens de fait, notamment les Républicains qui lorgnent vers lui, qui gouvernent avec lui, eh bien, il y a la nécessité absolue de constituer une opposition constructive, bien sûr, mais très déterminée, intransigeante. Marine Le Pen a le rôle, le statut naturel de chef de l'opposition pour les 5 prochaines années, parce qu'elle était au second tour de la présidentielle, parce qu'elle a rassemblé près de 11 millions d'électeurs. Et quand on voit le projet d'Emmanuel Macron, notamment qui sera d'une grande brutalité, je crois, pour les classes populaires, pour les classes moyennes, pour les familles, eh bien, il y a la nécessité que les Français soient demain défendus à l'Assemblée. On verra quel sera le résultat de ces législatives, c'est dans 15 jours. Mais d'abord, un mot sur le Front National. C'est pas facile en ce moment, entre le départ de Marion Maréchal Le Pen, les volontés d'émancipation de Florian Philippot. Est-ce que vous reconnaissez que le Front National est traversé par une crise identitaire? Quel mot vous mettez là-dessus? Non, je crois qu'il y a le débat qui est normal, qui viendra d'ailleurs après le cycle électoral de 2017. On est en ce moment entre la présidentielle et les législatives, donc l'heure est à la mobilisation. Il a commencé, Florian Philippot, oui, il n'a pas attendu le résultat des législatives. Oui, mais l'heure est à la mobilisation partout de nos 573 candidats pour entrer massivement à l'Assemblée nationale. Le temps du débat, il viendra après les législatives, pour analyser comment être encore plus rassembleur demain, comment tenir compte de ce changement de dimension électorale de notre mouvement. C'est intéressant ce que vous dites. C'est un message que vous envoyez à Florian Philippot ce matin pour lui dire « Très bien, on peut débattre, mais c'était un peu tôt ». Je crois que c'est une évidence. On est évidemment aujourd'hui mobilisés et c'est ce que les Français attendent. Ceux qui ont voté pour Marine Le Pen au premier et au second tour de la présidentielle, ils attendent de notre mouvement qu'on soit une opposition déterminée, combative, engagée totalement dans la législative. Donc c'était une erreur de monter cette association, non, les Patriotes? Pas nécessairement, mais en tout cas, c'était peut-être pas le moment. Donc voilà, le débat il viendra après. On pourra parler de tout, de la stratégie, de ce qui a bien fonctionné, de ce qui a moins bien fonctionné, pour demain être encore plus efficace et rassembleur. Le FN pourrait survivre au départ de Florian Philippot? Je crois que la question ne se pose pas. Tout le monde a sa place dans notre mouvement. Et je crois qu'un mouvement comme le nôtre, qui est devenu une force politique très solide, eh bien, il est fort et il est riche de la diversité des personnalités. Merci beaucoup.